Pourquoi est-ce que les États-Unis supportent l'Israël à tout prix contre les Palestiniens? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour parler de ce sujet, je vais faire 2 vidéos. La première, nous allons nous concentrer sur la politique, les raisons politiques pourquoi les États-Unis supportent l'Israël à tout prix contre la Palestine. Et la deuxième partie, nous allons parler du côté religieux, parce que pour bien comprendre l'Israël, il faut comprendre ses racines religieuses. Et de là, nous allons aussi parler pourquoi est-ce que les États-Unis supportent l'Israël aussi d'une manière religieuse. Alors, l'État d'Israël a été officiellement créé dans les années 1940, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour ceux parmi vous qui connaissaient déjà ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, qui était leader en Allemagne, a tué plus de 2 millions de Juifs. Il les envoyait dans la fournaise. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis vont donc à l'ONU et demandent à ce que les Juifs reviennent en Israël et qu'il y ait officiellement un État pour les Juifs. Et c'est donc cet État d'Israël qui va être créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour tous les Juifs. L'ONU va effectivement approuver ce projet et on va diviser la terre de Palestine. On va donner une partie à l'Israël où il y a Jérusalem, une partie de Jérusalem, et puis on va donner l'autre partie aux Palestiniens. Eux aussi, ils ont une partie de Jérusalem. Pour les Américains, la Deuxième Guerre mondiale est en train de finir. Les Américains sont les plus grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait les armes, donc ils ont fait beaucoup d'argent. L'Union soviétique a perdu plus de 2 millions de soldats. Et l'Europe est en crise et dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains qui sortent beaucoup plus forts de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont commencer contre l'Union soviétique la guerre froide. Pour qu'ils puissent prendre le dessus dans le monde entier, ils vont installer des bases militaires en Asie pour contrôler effectivement les pays comme la Chine et la Corée du Nord. Ils vont installer leurs bases militaires plus particulièrement au Japon et puis aussi en Corée du Sud. En Europe, effectivement, ils auront des bases militaires presque partout en Europe, mais beaucoup plus en Allemagne. Et puis maintenant, dans le monde des Arabes, c'est-à-dire au Moyen-Orient, il fallait aussi qu'il y ait un État qui va abriter les États-Unis. Et l'État qu'ils ont trouvé, c'était donc de créer l'État d'Israël, qui est comme un État additionnel des Américains. De là, ils seront au milieu du monde arabe, là où ils vont contrôler ce qui se passe. Voilà donc comment ils vont s'installer en Israël. L'idéal ici, c'est de pouvoir contrôler le monde arabe. S'assurer qu'ils ne vont pas se diriger vers l'Union soviétique, qui à l'époque faisait la promotion du communisme. Et puis aussi, s'assurer qu'il y ait des divisions dans le monde arabe. Comme ça, quand il y a des guerres, eux, ils continuent de faire leur argent en vendant les armes. Voilà la vraie raison pourquoi est-ce que les Américains acceptent la création de l'État d'Israël. Pour que leur plan marche, il fallait qu'ils aient quelqu'un. Et cette personne, c'est Netanyahou. Netanyahou, c'est lui qui est le premier ministre de l'Israël aujourd'hui. Alors, pour comprendre toute cette politique, il faut connaître qui est Netanyahou. Lui, il grandit aux États-Unis. Il fait ses études là-bas. Et dès le début, sa position était déjà qu'il n'accepte pas un État palestinien. Pour lui, le seul État qui doit exister, c'est l'Israël dans la Palestine. Dès la fin des années 70, alors qu'il réside aux États-Unis, Benjamin Netanyahou s'oppose déjà à toute création d'un État palestinien. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, I think that no, I don't think they do. But Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian state. Une doctrine et une conviction politique qu'il tient de son père, Benzion Netanyahou, admirateur des régimes autoritaires, notamment de Mussolini et du fascisme. On le voit ici, âgé de 100 ans, lors d'un reportage consacré à sa gloire. Alors, officiellement, les Américains disent qu'ils veulent 2 États. Ils veulent l'État d'Israël et l'État de la Palestine.
Mais ça, c'est leur langage officiel. Ils ont même l'habitude de faire ça. Vous allez voir qu'officiellement, ils disent quelque chose, mais secrètement, ils font quelque chose de complètement différent. On a vu ça, par exemple, avec l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est finalement divisée, ils ont promis à la Russie que l'OTAN n'allait pas expandre jusque sur les frontières de la Russie. Alors on a vu que avec les années qui sont passées, ce n'est pas vrai. L'OTAN s'est expandue et maintenant, on a au moins 2 pays qui sont sur les frontières de la Russie. On les voit aussi faire la même chose du côté de la Chine. Ils ont promis à la Chine que Taïwan n'est pas un État. Ils ne vont pas les traiter comme un État parce qu'il n'y a qu'une seule Chine. Vous devez comprendre que Taïwan, eux aussi, ils se considèrent comme la Chine. Et donc, les États-Unis ont cette loi qu'ils suivent, qu'ils appellent une seule Chine. Et cette Chine-là, c'est celle qu'on connaît là, officiellement. Et l'autre, ils appellent Taïwan. Et donc, officiellement, ils disent que Taïwan n'est pas vraiment un État. Mais, officieusement, ils travaillent avec Taïwan comme un État. Ils leur vendent des armes, ils rencontrent leurs leaders comme si, officiellement, ils étaient acceptés comme un État. Et donc, la même chose se passe en Israël. Ils vont vous dire officiellement qu'ils supportent l'État de la Palestine. Ou ils disent que la solution, c'est 2 États. Alors que, secrètement, ce n'est pas ça leur agenda. Leur agenda, c'est qu'ils puissent contrôler le monde arabe. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut que l'Israël soit libre de dominer toute la Palestine. Qu'il n'y ait que l'Israël là. Les Américains vont donc financer Netanyahou. Ils vont faire de lui Premier ministre en Israël. Quand on avait créé l'État d'Israël, les Arabes se sont opposés, plus particulièrement les Palestiniens. Ils ont dit non, on ne veut pas d'État d'Israël dans notre territoire. Et donc, cela crée donc des conflits. Il y aura même des guerres en Israël. L'Égypte va attaquer l'Israël, la Syrie, et toutes ces guerres, l'Israël va les gagner. Plus l'Israël gagnait ces guerres, plus l'Israël devenait puissante et prenait plus de territoire en Palestine. Alors, en plus du fait que les Palestiniens et certains autres pays arabes étaient contre ça, un pays qui devient un très grand problème pour l'Israël, c'est l'Iran. Parce que l'Iran, qui s'est détaché complètement des Américains, quand les Américains avaient officiellement installé le Shah, qui était leur marionnette, qui devait continuer leur travail en Iran. L'Iran, donc, devient un pays hostile aux Américains. Et eux, officiellement, ils disent que l'Israël n'est pas un État et qu'eux, ils doivent combattre l'Israël. Alors, les Américains, ils aiment ça. Pourquoi? Parce que ça va mettre des conflits dans le monde arabe. Ça va continuer les divisions. Il y a aussi, en ce moment-là, une division entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont les 2 géants du Moyen-Orient. Et donc, parmi ces 2 pays-là, les Iraniens sont du côté musulman, ils sont ce qu'on appelle les chiites, et l'Arabie Saoudite, eux, ils sont les sunnites. Et donc, parmi ces 2, il y a aussi conflit. Et les Américains, eux, ils sont alignés avec l'Arabie Saoudite. Ils leur vendent des armes, ils leur financent quand ils ont besoin. Par exemple, leur guerre au Yémen, c'est eux qui ont financé l'Arabie Saoudite pour qu'ils combattent le Yémen. Et donc, ces conflits-là arrangent les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent contrôler le monde arabe. Quand vous êtes divisé, on vous contrôle facilement. Et en plus de ça, ils vendent leurs armes pour qu'il y ait des guerres entre eux. Netanyahou, lui, qui connaît exactement l'agenda des Américains, il va donc commencer à être très radical. Il va même jusqu'à dire que Hitler, qui a massacré plus de 2 millions de Juifs, ne voulait pas tuer des Juifs. Mais par contre, ce qu'il explique, c'est quoi? C'est que il voulait chasser les Juifs de l'Allemagne, mais que ce sont des Arabes qui lui ont dit non, si tu chasses les Juifs d'Allemagne, ils viendront chez nous. André Malraux disait « Je mens, mais mes mensonges deviennent des vérités ». C'est en suivant cette logique que Netanyahou va propager une fake news au sein de la société israélienne. En 2015, lors du Congrès sioniste mondial, il déclare que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Selon Netanyahou, l'idée lui serait venue après sa rencontre avec le mufti de Jérusalem de l'époque, Haj Amin al-Husseini. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them.
tous les grands historiens américains, tous les grands historiens israéliens disent « mais c'est une dinguerie, il invente tout ». Benyamin Netanyahou va très loin dans l'idée de diaboliser les populations arabes, jusqu'à même leur faire porter la responsabilité de la Shoah, ce qui est évidemment historiquement complètement faux. Il va aller par exemple jusqu'à manipuler un fait historique réel, qui est que celui que les Britanniques avaient hissé comme grand moufti, donc Husseini, avant la création d'Israël, donc à l'époque du mandat britannique, eh bien ce Husseini-là avait cru bon, jugé bon, de considérer que l'ennemi de mon ennemi est peut-être aussi mon ami, et donc il avait été rencontré, Adolf Hitler, à Berlin. Sauf que cette rencontre-là, et ce qui a suivi derrière, ça n'a absolument pas été à l'origine de l'extermination des populations juives en Europe. Ça a été plutôt un appel d'Husseini à ce que les populations arabes rejoignent les rangs de la Wehrmacht et de l'armée nazie. Il continue donc dans son agenda en faisant une deuxième chose. Il va financer le Hamas. Le Hamas, aujourd'hui, la communauté internationale les considère comme un groupe terroriste en Palestine. Plus précisément, ils sont à Gaza. Pour s'assurer que la création d'un État palestinien soit constamment mise à mal, Benyamin Netanyahou va aller très loin dans sa stratégie politique. Il va alors tout faire pour favoriser le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Le Hamas est un mouvement religieux émanant de l'Organisation des Frères musulmans qui apparaît dans la bande de Gaza dans les années 80. Au début, vu comme une organisation religieuse et apolitique, les Israéliens vont favoriser son émergence dans la bande de Gaza dans le but d'affaiblir la popularité de l'autorité palestinienne. Malgré la menace que représente le mouvement, Israël, aidé par les Américains, va pousser le Hamas à se présenter aux élections législatives palestiniennes de 2006. C'est en tout cas ce que confie l'émir du Qatar lors d'une interview à la télé américaine en 2016. We were asked by the Americans if we could talk to Hamas to make them participate in the election which happened in Palestine. Non seulement Netanyahou supporte le Hamas, mais en plus de ça aussi, il aimerait qu'on finance Hamas, que Hamas soit fort et que Hamas puisse être un groupe terroriste que eux ils pourront combattre. Comme ça, ils restent en guerre. Ça arrange Netanyahou parce que lui, il va continuer de prendre le territoire, mais aussi ça arrange les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à être dans les guerres. Les Américains aiment les guerres. Pourquoi? Parce que pour les Américains, ce n'est pas une histoire de gagner ou de perdre, mais c'est de faire de longues guerres pour qu'eux ils puissent vendre leurs armes. Et cette manière de faire les choses-là est même encore beaucoup plus dangereuse. Pourquoi? Parce que ils continuent d'être en guerre, eux ils vendent les armes, c'est votre population qui est en train de mourir parce que pour eux, du moment où leur armée ne va pas en guerre, ils n'ont pas de problème. C'est vous qui devez faire les guerres et eux ils vous fournissent les armes. Ils font de l'argent, leur industrie militaire engage les Américains deviennent de plus en plus riches et donc le gouvernement va leur dire là-bas, vous voyez que nous sommes en train de créer des emplois et puis ce genre de choses-là. Donc c'est comme ça que leur système marche. Mais vous faites les guerres dans votre pays, loin des Américains, et eux, ils font de l'argent dans leur pays. Voilà pourquoi ils aiment les guerres. Ils ne sont pas intéressés à gagner ou perdre. On a vu comment ils sont restés en Afghanistan pendant plus de 20 ans. La même chose en Irak, ils sont toujours là-bas. En Syrie, là, on ne les a pas invités, ils sont toujours là-bas. Et maintenant, on les voit en Ukraine. La guerre de l'Ukraine, ils vont la continuer jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus continuer. Pourquoi? Parce qu'ils continuent de vendre des armes. Quand on arrive donc au 7 octobre, dans les attentats qu'il y a eu où Hamas est venu et ils ont attaqué l'Israël par surprise, ce qui n'est pas vraiment vrai, Netanyahou prend donc une raison. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire la guerre? C'est ça qu'il veut. Non seulement le Hamas a pris des otages, ils ont pris plus de 200, mais en plus de ça aussi, ils ont tué plus de 1000 personnes sur cet attentat. Voilà donc le genre d'action que Netanyahou voulait, pour qu'il puisse maintenant attaquer la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, avant qu'il ne commence cette guerre contre les Palestiniens, il y avait plus de 2 millions d'habitants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à détruire des institutions, non seulement les universités, ils ont détruit les hôpitaux, ils ont détruit les écoles, c'est-à-dire que les institutions qui permettent de rester
à la bande de Gaza pendant des années. Ils ont détruit ça. À un certain moment, ils disent non, il y a Hamas à tel endroit, il faut que la population aille du côté de l'Est. Quand la population se dirige du côté de l'Est, ils vont encore bombarder là où il y a la population. Ils vont du côté de l'Ouest, ils bombardent la population. Ils vont au Sud, on bombarde la population. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des raisons d'aller là où il y a la population. Maintenant, il y a plus de 40 000 morts. Ça, ce sont les chiffres officiels. Non seulement c'est dans la bande de Gaza, mais aussi en même temps, ils sont en train de tuer les Palestiniens au West Bank. Là où il n'y avait pas de guerre, là où il n'y a pas de problème. Ils sont aussi en train de prendre, non seulement les tuer, mais aussi prendre leur terre là-bas. Qu'est-ce que Netanyahou est en train de faire? Il a eu maintenant l'opportunité de continuer son agenda qu'il a dans la tête depuis, qui est de chasser tous les Palestiniens de leur propre terre. Et comme ça, l'Israël va dominer tout ce terrain-là. On va les chasser, on va les envoyer soit en Égypte, dans les autres pays d'Arabes. Mais toute la Palestine doit appartenir à l'Israël. Aujourd'hui, il semble que la conquête de la bande de Gaza ne soit plus un secret. Le 25 décembre 2023, lors d'une réunion avec les députés de son parti et rapportée par plusieurs médias, Netanyahou a pour la première fois évoqué un plan de migration volontaire des Gazaouis. Il a notamment déclaré que « Notre problème, ce sont les pays qui sont prêts à les accueillir, et nous y travaillons. » Ces ministres n'hésitent pas à affirmer publiquement leur volonté de coloniser Gaza. C'est ça qui est leur agenda qu'ils ont maintenant l'opportunité de faire. Alors, vous vous posez la question ici, vous vous dites, est-ce que réellement Netanyahou, avec son gouvernement, ne savait pas que Hamas était en train de se préparer pour cette attaque? Dans ce monde de la technologie, où c'est très facile de détecter ce qui se passe dans tous les pays. Regardez par exemple ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Les Américains, avec leurs satellites, connaissent les mouvements des Russes. Ils connaissent ce qui se passe en Ukraine. Ça leur donne l'opportunité de pouvoir prévenir les Ukrainiens. C'est eux qui disent aux Ukrainiens là où ils doivent bombarder et tout ce genre de choses-là. Vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas su que Hamas était en train de se préparer pendant des mois pour attaquer Israël? Le 7 octobre, le Hamas lance son opération Déluge d'Al-Aqsa, qui fait 1200 morts, dont 800 civils et plus de 200 otages. Non seulement Netanyahou et ses prédécesseurs les ont favorisés, mais surtout, le Premier ministre a été mis au courant par ses renseignements, mais aussi par les Égyptiens et les Américains, que le Hamas préparait une attaque de grande ampleur. Est-ce que ce n'était pas une stratégie de les laisser attaquer pour que, finalement, le plan de Netanyahou puisse marcher? En conclusion, voici comment nous devons comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce qu'on appelle démocratie, ou alors la justice du monde aujourd'hui, ne dépend que de ceux qui sont puissants dans le monde. C'est-à-dire, on parle de qui? On parle des Américains numéro 1. Et puis, on parle des Européens. C'est eux qui ont dominé le monde pendant des années. Et ils nous ont appris pendant des années qu'il fallait la justice dans le monde. Et pour ça, il fallait avoir la Cour internationale criminelle dans le cas où il y a des leaders qui décident d'attaquer certains pays. Voilà même pourquoi l'Afrique du Sud, qui est le seul pays, je dois dire, qui est allé loin jusqu'à porter plainte à l'Israël à la Cour pénale internationale. Aucun pays européen, ceux-là qui disent qu'ils se battent pour la justice, aucun d'entre eux n'a même mis les sanctions à l'Israël. Mais regardez comment ils ont sanctionné la Russie. Demain, ils vont vous dire que non, eux, ils sont justes et qu'ils combattent l'injustice dans le monde. Ils sont allés même jusqu'à porter plainte à Poutine, à la Cour pénale internationale, soi-disant que Poutine est en train de kidnapper les enfants de l'Ukraine et les amener en Russie. Par contre, Netanyahou a déjà tué des milliers d'enfants. Est-ce que vous avez vu un seul de ces Européens aller à la Cour pénale internationale, porter plainte pour ça? Non. Ce que Poutine a fait, à leur avis, est pire que ce que Netanyahou est en train de faire. Ou alors, c'est la guerre en Europe est pire que la guerre dans d'autres pays. C'est ça leur justice. Du moment où ça les arrange, il n'y a pas de problème. Les autres peuvent mourir
ils vont regarder à distance. Ils peuvent seulement parler, c'est tout. Non, c'est injuste ce que Netanyahou est en train de faire. Il n'écoute pas les gens et tout. Mais même pas une sanction, une seule sanction à l'Israël, ils l'ont fait. La deuxième des choses qui me surprend, c'est que même les Arabes, les pays arabes, à part l'Iran, le Yémen et les pays comme la Syrie, tous les autres pays arabes ne sont pas allés plus loin que l'Afrique du Sud, qui n'est même pas un pays arabe. Qu'est-ce qui se passe? Aucun de ces pays n'ont sanctionné même l'Israël. Vous voyez vos frères arabes en train de se faire tuer et vous ne faites rien. Vous voyez? Donc ça vous montre quoi? Ça montre que les États-Unis, avec l'Israël, ont réussi à diviser le monde arabe. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui va même jusqu'à dire que si les citoyens sud-africains vont combattre pour l'Israël, ils seront arrêtés et mis en prison. Ah oui, c'est l'Afrique du Sud, pas un pays arabe. Quand vous allez voir des Noirs dans certains de ces pays être maltraités, est-ce que vous allez vous rappeler que c'était un pays des Noirs, l'Afrique du Sud, qui s'est levé pour vous? Les Américains, leur agenda en Israël aujourd'hui, c'est de continuer les guerres pour que l'industrie militaire continue de fonctionner. Ils sont en déclin. Quand on est en déclin, tout ce qu'on fait échoue. Dans le court terme, ils sont en train de gagner. Mais en long terme, ils sont en train de perdre leur position. Et donc, quand un État est dans cette position-là, tout ce que cet État va faire est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent décider d'amener tout le monde avec eux. Et rappelez-vous d'une chose, les États-Unis ont des bombes nucléaires. Si aujourd'hui, leur agenda qu'ils ont planifié, soit en Israël ou soit dans des autres parties du monde, échoue, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut arriver? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.